Je veux devenir mon propre patron. Et à lui de me rétorquer avec quel argent. L'élevage, c'est d'abord beaucoup plus de la passion. C'est de la passion. Après vient maintenant le monde des affaires. À l'entrée d'une ferme, il faudrait vraiment désinfecter les pieds et si c'est possible, le reste du corps. Donc vous ne pouvez pas imaginer une ferme sans eau. Sinon, au bout de 24 heures d'absence d'eau, dans une ferme, vous avez tout qui est mort. Il faut différencier une ferme d'exploitation d'une ferme de démarrage. Pour Conakry, nous avons 40 000 alvéoles que nous vendons chaque mois. Entrael est une société à responsabilité limitée. Les associés appartiennent exclusivement à la même famille. Elle est spécialisée dans l'élevage des volailles. La société a 200 000 pondeuses. Elle vend près de 2500 alvéoles par jour. Cette ferme à travers le pays. Entrael produit chaque année 22 à 25 000 tonnes d'aliments pour les volailles. Elle est également présente dans le secteur agricole. 200 tonnes de maïs et 800 tonnes de pommes de terre sont produites chaque année. Son siège principal se trouve à Benturaya, dans la commune urbaine de Koya. Le local est bien compartimenté. Ici, Mademoiselle Sako coordonne toutes les activités commerciales pour la zone de Conakry. Ensuite, le DG nous fait visiter son bureau. La tour de contrôle, comme il l'appelle. Partout, des caméras de surveillance pour lui permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe aux alentours du bâtiment. À présent, un tour dans la fabrique des aliments. Et là, on est au niveau de la fabrique, oui, c'est ça? On est au niveau de la fabrique d'aliments. On a commencé ici en 2013. 2013. C'est l'année où on a acheté le terrain. D'accord. Et après, nous avons construit. Donc, disons qu'au final, en 2014, tout était déjà prêt. Ok. Comme fabrique d'aliments. D'accord. Et nous avons commencé nos activités en ce moment. En 2015, déjà, nous étions à peu près à 600 tonnes par mois. Ok. Ici. Et depuis, c'est devenu un centre de production et de distribution d'aliments pour volailles. D'accord. Et donc, vous produisez des aliments pour volailles? Oui, nous produisons des aliments pour volailles, dont une partie Oui. est destinée à l'autoconsommation Ok. et l'autre partie à la satisfaction des besoins des clients. Ah, d'accord. Voilà. Nous avons plusieurs produits que nous utilisons pour faire de l'aliment pour volailles. Oui. À peu près 11. 11? Oui, 11 à 12, ça peut aller jusqu'à 13. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense que je vais juste citer 11. Ok. Par exemple, vous voyez le tourteau de coton. C'est du tourteau de coton. Tourteau de coton. Oui, bon, après extraction de l'huile. Ouais. C'est un oléagineux, après extraction de l'huile. Ouais. Vous avez, comme on appelle, le résidu. D'accord. Qui est séché et qui est très utile aux animaux, particulièrement aux ruminants, mais également à la poule pondeuse. Nous l'incorporons dans l'aliment. Ok. Ça donne à peu près 40% de taux de protéines. D'accord. Ensuite, nous avons du son de blé. Heureusement qu'il y a des moulins ici. Ok, oui. Notamment. Donc nous avons, je vais éviter de dire le nom du moulin avec lequel je travaille pour ne pas faire de la pub gratuite. De la pub gratuite. Mais nous utilisons du son de blé qui vient des moulins qui sont ici en République de Guinée. D'accord. Voilà. D'accord. Au-delà, nous avons de la lysine. La lysine, c'est un additif. Ok. C'est une acide aminé qui est ajouté au niveau de l'alimentation. D'accord. Et qui joue un rôle dans la grosseur et dans la beauté en fait, des œufs. Ah, la magie, c'est ça? C'est une partie de la magie. Une partie de la magie. Une partie. D'accord. Mais le produit de base
qu'il ne faut jamais occulter Ouais. et vraiment sans lequel on ne peut pas avoir d'aliments pour volailles, Ouais. c'est aujourd'hui le maïs. Le maïs. Et c'est vraiment un produit stratégique que aujourd'hui, s'il manque dans le pays, Oui. nous éleveurs et fabricants d'aliments, on est au chômage. L'activité est bloquée carrément. L'activité est bloquée. Et ce maïs, vous le produisez vous-même? Alors, nous produisons une partie de D'accord. ce que nous consommons, Ok. mais nous n'arrivons pas à produire la totalité. La totalité. Personnellement, mes besoins en maïs tournent autour de 10 000 tonnes l'année. L'année. Oui, 10 000 tonnes 10 000 l'année. tonnes. D'accord. Et je n'arrive même pas à faire plus de 500 tonnes. Waouh. Donc, ce qui veut dire que le gap ou le manque à gagner, Ouais, je vais le 9500. chercher ailleurs. D'accord. Ailleurs, particulièrement à Cancan, Ok. mais également au-delà, parfois D'accord. en Côte d'Ivoire ou au Mali. Ah d'accord. Pourquoi sortir de la Guinée? La Guinée, c'est dû à la qualité ou Non, la Guinée n'arrive pas vraiment à satisfaire vraiment tous les besoins des animaux. Ah, On produit d'accord. du maïs, mais vu la concurrence humaine Oui. Oui. par rapport à la concurrence Ah oui. des animaux, Ah oui. ce qui fait que nous qui sommes dans l'alimentation des animaux, nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de maïs. Ok. Donc là, comme ça, on aurait fait le tour de l'alimentation. Oui, oui. Ok. Il y a d'autres produits, mais bon, qui ne sont pas du tout, qui sont essentiels certes, mais Ouais. comme on est pris par le temps, D'accord. on doit aller très loin. Bien sûr. Nous allons écourter la présentation des matières premières et parler D'accord. de la fabrique d'aliments. Oui. Donc en 2000, comme je l'ai dit en 2014, D'accord. on s'est muni de cette machine Ok. qui fait du 5-6 tonnes heure. Alors c'est la première machine moderne, en tout cas semi-moderne, qu'on peut dire que la Guinée s'est dotée. Et D'accord. c'était dans le cadre privé. Donc là, elle fait du 5-6 tonnes heure, 6 tonnes par heure. 6 tonnes par heure. D'accord. Donc autrement dit, si vous travaillez 8 heures de temps, vous pouvez faire 50 tonnes. D'accord. 50 Ah ouais. tonnes par jour. Et au-delà de 8 heures, vous pouvez aller Aller à au- plus. Ah oui. Voilà. Donc, mais en attendant, c'est du 6 tonnes heure. Et ça, cette machine, l'avantage qu'elle a, c'est que les machines avant qu'on avait, c'était des machines semi-traditionnelles Ok. qui faisaient du 3 tonnes et demi Ah à d'accord. l'heure. Ok. Donc, se munir d'une machine comme ça qui fait le double, Ouais. on gagne en efficacité, Ah ouais. mais également en efficience parce que alors, Bien sûr. ce n'est pas très bon pour ce qui est de l'emploi, mais quand on automatise les choses, c'est sûr que ça va réduire, Ah oui, on gagne ça va en temps. réduire les emplois. Mais écoutez, ce qu'on perd en production, on le multiplie dans la distribution. Ah c'est oui. que les emplois qu'on a perdus dans la Vous production, rattrapez dans la distribution. on les rattrape dans la distribution parce D'accord. que beaucoup plus de points de vente peuvent être créés Bien pour sûr. distribuer de l'aliment. D'accord. Après l'unité de fabrication d'aliments, nous nous rendons à la ferme. Comment est-ce que vous êtes arrivé vers cette activité? Pourquoi l'aviculture? Pourquoi d'ailleurs l'entrepreneuriat orienté vers l'aviculture? Alors, moi j'ai une histoire vraiment depuis l'enfance avec l'entrepreneuriat et l'agriculture. D'accord. Depuis très longtemps, je ne voulais pas travailler en fait pour quelqu'un. Ok, d'accord. Et c'est un jour, mon père m'a posé cette question, à savoir, lui il était déjà un entrepreneur aguerri. Ok. Il me dit, Boubacar, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Ok. Je dis, je veux devenir mon propre patron. Et ça, c'était à quel âge? Je crois que je devais avoir les 13 ans, 14 ans. D'accord. Et à lui de me rétorquer avec quel argent. Ah, Et là, il m'a coincé parce que je ne voulais pas dire papa avec ton argent. d'accord. Donc il m'a vraiment coincé, j'ai cogité, un long silence. Après, je lui ai dit, là c'est vrai, tu viens de me donner tort Ouais. en me disant que forcément il faut que je travaille pour quelqu'un. Ouais. Ouais. Et après, je lui ai dit, bon alors je me propose de travailler pour toi. Ok. Et en réalité, notre père, c'est cette éducation qu'il nous a donnée. Ok. Que rien n'est gratuit, Ok. qu'il faut travailler pour gagner en fait la chance ou l'opportunité ou le privilège. Ok. Voilà. Bien que bien sûr j'avais déjà
parents qui sont entrepreneurs, Ouais. qui menaient très bien leur vie. Je n'ai pas eu vraiment, je ne vais pas aller inventer un telling story Ouais. pour illustrer ce que je fais, Ouais. mais ils nous ont appris aussi qu'il faut mériter les Ouais. privilèges de la Ouais. vie. Que tu dois travailler, tu dois Par exemple, moi j'ai pris des poulets que j'ai envoyés au marché pour vendre. Ok, d'accord. Voilà, carrément les promener Ouais. pour dire à la tante du coin, écoute, fais ça du bouillon à ton mari, Ouais. et voilà, etc. Donc c'est pour te dire que je mérite vraiment bien Ouais. la place aujourd'hui que j'occupe. Je l'ai D'accord. cherché dur. Ouais. Ce n'est pas parachuté comme ça. Ah oui. Donc c'est depuis ce moment je voulais vraiment devenir entrepreneur. Ok. Depuis ce D'accord. moment. Et quand j'ai terminé pas mes études, mais quand j'ai fait le bac, Oui. j'ai eu un baccalauréat sénégalais là-bas. D'accord. Je suis revenu, j'ai trouvé des parents qui étaient déjà dans cette activité. Dans l'agriculture. Oui, j'étais décidé vraiment à venir leur apporter ma touche de jeune D'accord. à l'activité. Parce Ok. que je me disais que voilà, ça fait presque 20 et quelques années que mon père est aviculteur. Ah, il faut Qu'il a- moderniser voilà, l'activité. Il faut moderniser l'activité. Ouais. L'informatique, Ouais. il fallait la comptabilité devait être Ouais, informatisée. ouais. Il y a les relations extérieures qui Ouais. étaient beaucoup plus faciles parce que Internet commençait à se développer Ouais, et tout. oui. Et ça, c'était un mixage que je voulais faire avec mon père parce que pour moi, c'était la old school. Ok. Et que Ah oui, moi, bien j'étais sûr. vraiment La nouvelle génération. la quoi. nouvelle génération. Ouais. Donc, je suis venu avec vraiment un mémo Ok. pour venir vraiment transformer cette entreprise. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui entre elles de se faire connaître à travers tout le pays et consorts. Mais je pense que j'ai vu 2 ou 3 failles. C'est qu'on travaillait avec des personnes qui n'étaient pas spécialisées dans le secteur. Ouais. Voilà. Et donc je me suis dit qu'en apportant mon expérience, parce qu'après 10 ans d'activité, Ouais. je pense aujourd'hui que j'arrive autant que possible à parler mieux Oui, d'élevage bien sûr. que quiconque, puisque Ouais. j'ai les mains à la pâte. Ouais. Et donc aujourd'hui, j'essaie de former des jeunes Ouais. qui, certains sortent déjà des écoles publiques, Ouais. mais qui ont beaucoup plus de théorie que de pratique. Bien sûr. Et certains jeunes qui veulent s'investir. Donc Ouais. j'arrive à créer une certaine mayonnaise qui prend bien. Ouais. Et ceux qui sont vraiment les plus téméraires, Ouais. j'arrive à les recruter au sein de l'entreprise Ok. pour en faire des personnes avec qui On collabore. on peut Collaborer. collaborer et produire. D'accord. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à la tête d'Entrael, Ouais. mais également à la tête d'Avicom, qui est une structure qui forme et qui conseille. Là, on va arriver au niveau de la ferme de Bangouya. Ah, c'est la ferme de Bangouya. Oui, nous avons dans le même site, nous avons à peu près 2 fermes, D'accord. distantes d'à peu près 2 km. Ok. Donc 2 km pour des raisons sanitaires. Ah, c'est expressement fait. Oui, on évite de tout concentrer au même lieu. Faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier, quoi. Exactement, c'est très important. D'accord. C'est des choses qui s'appliquent ici pour des raisons de biosécurité en fait. Ouais. Donc là, c'est une ferme aussi qui est semi-moderne parce qu'il n'y a que des poules qui sont en cage. Voilà, nous avons un lot de poules qui est au sol mais qui est très restreint. La plupart sont en cage. Voilà. À l'entrée d'une ferme, il faudrait vraiment désinfecter les pieds,
Et si c'est possible, le reste du corps. Mais comme vous n'êtes pas en combinaison et que vous n'allez pas tout le temps dans une ferme, je vous exempte de vous désinfecter entièrement. Mais quand même, au moins les chaussures, parce que là, vous ne savez pas où vous allez. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez pris au dehors et pour ne pas l'introduire à l'intérieur de la ferme. D'accord. Donc là, on est, comme je l'ai dit, à Bangouya. Ici, on appelle cette ferme Bangouya Plateau. Ok. Parce que ça a l'air tout plat. Ok. Et contrairement à l'autre ferme que nous allons voir, qu'on a appelée Bangouya sous la montagne. Ok. Donc sur le même site, donc qui est Bangouya, nous avons deux fermes différentes. D'accord. Donc comme je l'ai dit, il y a 2 kilomètres entre les deux. Entre les deux. D'accord. Pour ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, quoi. Exactement. D'accord. Donc le gestionnaire de la ferme, c'est M. Camara, Ok. qui est docteur vétérinaire, D'accord. que je vais vous présenter. M. Camara, comment vous allez? Bonjour. Donc c'est M. Camara, Comment allez-vous? docteur vétérinaire sortant de l'école de Farana. D'accord. D'accord. Monsieur Camara, comment allez-vous? Oui, ça va, je vais bien. Génial. Alors présentez-vous et dites-nous qu'est-ce que vous faites au sein de cette ferme? Moi, c'est Dr Camara Nabi Masré, docteur vétérinaire, un sortant de Farana. D'accord. Alors c'est quoi le rôle et la place d'un vétérinaire au sein d'une ferme? C'est très simple. Nous, on est là pour sauvegarder, n'est-ce pas, nos sujets qui sont là, les poules. Leur santé nous incombe. Est-ce que vous comprenez? La santé animale nous incombe. À plus forte raison, les poulets que nous gérons ici. Alors c'est tout un arsenal de leur santé, on s'occupe de leur santé vis-à-vis de la consommation, ainsi de suite. C'est-à-dire que sans vous, pas de ferme avicole? Non, ça nous pas de ferme avicole. Nous sommes habilités, n'est-ce pas, à exercer cette profession vétérinaire partout en République de Guinée. Parce que c'est notre domaine. D'accord. D'accord, merci. Voilà. Bien sûr, félicitations à vous. Hein. D'accord. Alors, Monsieur Camara, donc on est venu vous rendre visite. Donc vous allez nous faire une petite visite de la ferme. Et quand il y a besoin de développer, je vais un peu développer pour faire informer nos visiteurs de la situation. Ça marche. Voilà. On est dans une ferme. Oui. C'est par quoi ça commence? D'accord. À partir de quel moment il faut faire venir les poussins? D'accord. Et comment on va jusqu'à ce qu'on puisse, jusqu'à la ponte? Très bien, très bien. Tout à l'heure, je pense que vous avez vu la désinfection. Ouais. Par exemple, quand vous parlez de poussins et de pondeuses, les pondeuses, c'est des adultes. Ok. Les poussins, c'est vraiment, c'est comme son nom l'indique, c'est poussins. C'est vraiment des jeunes sujets. Et il faut différencier une ferme d'exploitation d'une ferme de démarrage. Ah, d'accord. Donc ici, malheureusement, vous ne verrez pas de poussins. Ok. C'est une ferme d'exploitation. Il n'y a que des pondeuses qui sont là. C'est des adultes qui sont là. Ok, d'accord. Parce qu'une ferme de démarrage, c'est très sensible. Les poussins sont très sensibles, ils n'ont pas reçu tous leurs vaccins. Donc pour y entrer, il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires. C'est assez sensible. D'accord. Donc je vous ai envoyé ici dans une ferme d'exploitation. Quand elles ont déjà 18 semaines, donc elles ont commencé à pondre, c'est là en ce moment qu'on les transfère ici. Ok, d'accord. Il faut que ça soit clair. D'accord. Donc on va commencer d'abord par visiter un prototype des poulaillers que nous avons ici. Je vais aller sur la description des bâtiments jusqu'à vous montrer c'est quoi des poules en cage. Exact, ça me va. Donc, super. Ok, on peut commencer par celle-là. Ok. C'est les jeunes sujets qui sont là? Voilà. Sur 100 poules, 78 donnent au moins un œuf. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Voilà. Donc les poules sont en cage. Le système est là. Donc là, ce sont des bacs d'eau. D'accord. Parce que l'eau, c'est une composante, c'est le double de la consommation d'aliments. Ah. Une poule consomme en moyenne 120 grammes d'aliments par jour. D'accord. Donc au minimum 250 millilitres d'eau par jour. Et donc s'il n'y a pas d'eau, pas d'œuf. Parce que l'œuf est constitué à 70% d'eau. Ah, d'accord. Donc vous ne pouvez pas imaginer une ferme sans eau. Sans eau, d'accord. Sinon, au bout de 24 heures d'absence d'eau, dans une ferme, vous avez tout qui est mort. Ah ouais. En tout cas, probablement. D'accord. Donc, elles ne peuvent pas durer longtemps sans absorber quand même quelques gouttelettes d'eau pour pouvoir survivre. Et c'est quoi la source de l'eau? Ici, c'est un forage. Nous avons un forage qui fait à peu près 14 mètres cubes l'heure. D'accord. C'est une chance. Dans d'autres fermes, nous avons moins de chance. 3 mètres cubes,
5 mètres cubes, ça dépend. D'accord. Ça dépend du sol. Mais ici, heureusement, c'est 14 mètres cubes l'heure. À peu près D'accord. 14 000 litres d'eau. Super. Donc je précise qu'il y a l'eau. Oui. Et ici, il y a le tuyau d'approvisionnement en aliments. Ok. Et l'aliment est versé dans une bac qui est derrière. Oui. Et nous avons des vis sans fin qui aspirent l'aliment Ok. pour venir l'amener au Approvisionner. niveau des chariots. Ouais. Bon, alors, monsieur Camara, si les chariots sont pleins, je peux comprendre. Sinon, s'ils sont vides, est-ce qu'on peut les ramener par là? Donc, c'est des chariots Ouais. et tout est automatisé. Ok. Donc, les commandes sont derrière vous. Ok. Dès que vous appuyez un bouton, les Les chariots chariots viennent et ils repartent comme vous voulez. C'est pourquoi vous avez parlé d'une ferme semi. Oui, c'est semi-moderne parce Moderne. qu'elle peut être moderne encore plus que ça. Ok. D'accord. Mais nous avons choisi l'option de mettre semi Oui. parce que d'abord, sur le plan de l'électricité, lorsqu'on a acquis Oui. les bâtiments, ça n'était pas encore effectif. Ok. On n'avait pas tout le temps, on avait quand même quelques coupures intempestives Ok. d'électricité. D'accord. Donc, on avait peur de tout automatiser Ok. et d'avoir après quelques difficultés. D'accord. Donc on les a mis semi-modernes. Ok. Et donc, comme je le dis, aujourd'hui, tout est automatisé. Et le service d'aliments et le service de ramassage des fientes. C'est-à-dire que quand la fiente qui est là, Ouais. à votre niveau, Ouais. Ok. Ok. donc le tapis D'accord. roule Ouais. et l'extraction de la fiente est vers l'extérieur. D'accord. Tout à l'heure, M. Camara sûrement va enclencher Ok. pour qu'on puisse voir. D'accord. Voilà. Donc c'est pour vous dire que cette batterie, elle a l'avantage de 3 ou 4 choses D'accord. par rapport à l'élevage au sol que sûrement vous connaissiez. Oui. C'est d'abord de pouvoir loger le maximum d'animaux dans une petite surface. D'accord. Parce que, autrement dit, au sol, vous allez mettre 6000 poules dans 1000 mètres carrés. Ici, on est à peu près à 525 mètres carrés et on arrive à loger 10 000 poules. Waouh. Donc 525 pour 10 000 poules Ouais. et 1000 mètres carrés pour 6 000 poules 6 000 poules. au sol. Donc déjà, le coût du logement de la poule est moins cher. Ouais. Secondo, la consommation. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on était à l'usine d'aliments, Oui. que l'aliment représentait 70% de la ration alimentaire. Oui, oui. 70% plutôt des coûts de production. Des coûts de production. Et oui. donc, si on maîtrise l'aliment, Ouais. on maîtrise forcément le coût de revient de l'eau. Exact. Alors qu'en batterie, puisque la poule ne dépasse pas beaucoup d'énergie, elle a la capacité de consommer moins. Ok. Donc il y a à peu près une différence de 10 grammes de consommation par poule Ok. entre un élevage au sol et un élevage en batterie. D'accord. C'est ça qu'on appelle l'élevage en batterie. Ok. Donc vous économisez 10 grammes par poule. Vous allez me dire, oh monsieur, dans ce coup 10 grammes c'est petit. Ouais. Mais 10 grammes pour une poule, et là vous avez 10 000 poules. Donc 10 Ok. grammes fois 10 000, Ah oui. qu'est-ce que ça fait? Ah oui, c'est énorme. Hein, Ça fait 100 000. Ça fait 100 000 grammes, mais Ah ça oui. fait 100 kilos par jour. Ok. Ah ouais, ça Et fait sachant 100 kilos que par le jour. kilo d'aliment c'est 5 100 francs, je vous laisse faire le calcul. Bah. Au final, en 30 jours ou en 1 an, c'est un gros pactole d'argent. Ah, avec l'échelle économique en fait. Oui, mais j'insiste devant les caméras à faire ce calcul parce que toujours les gens vont dire, oh, c'est... Ouais, Donc, c'est difficile de voir. 100 kilos, Ah. ça vous fait 510 000 de différence par jour. Vous allez me dire, oh, 510 000, c'est C'est pas grave. rien. D'accord. Fois 30 jours. Fois 30 jours, ça fait 15 300 300. Ah ouais. Hein, Ça, c'est bon, un mois. on va me dire là encore, non, c'est pas Sur grave. une année, fois 12. Sur l'année, ça fait 183 milliards. Waouh. Ça fait 18 000 euros de différence Ouais. entre une poule au sol Ouais. et ça peut être plus même. Parce que là, l'avantage de cette batterie-là, et c'est le troisième point, c'est qu'on peut ramasser la fiente chaque 2 jours. Ok. Chaque 2 jours, 3 jours, on peut ramasser la fiente quand on veut. D'accord. Alors que l'élevage au sol, craignant de ne pas déranger les animaux, Ouais. on préfère attendre chaque 3 mois, chaque 6 mois. Ok. Donc c'est un manque de ressources à gagner, alors qu'en batterie, la batterie propose de pouvoir ramasser chaque jour si l'on veut. D'accord. D'accord. Et du coup, quand ces poules arrivent ici à la 16e semaine, ça prend combien de temps avant la ponte? Alors, le début de la ponte, c'est autour de 18 semaines. Ok.
Les Mais poules ça, arrivent c'est à la vraiment les 16e premiers semaine. œufs. 18 Ça arrive à la 16e Elles arrivent semaine. à la 16e semaine. D'accord. Elles s'adaptent à leur environnement durant 2 semaines. Ok. À la 18e semaine, elles commencent à sortir les premiers œufs. D'accord. Si vraiment, et je précise bien, si vous respectez le poids Ouais. et la taille. D'accord. C'est-à-dire, si l'élevage a bien marché, Ok. à 18 semaines, d'ailleurs, vous voyez que les chariots viennent de nous rejoindre. Ouais. Et donc, tout est automatique. Dès que vous enclenchez encore l'autre bouton, Ça repart. renvoie le chariot. D'accord. Donc, je disais que à 18 semaines, Ouais. elles donnent les premiers œufs. Ok. Mais ce n'est pas encore ça. D'accord. Il faut peut-être accompagner jusqu'à la 22e semaine où elles ont enfin maintenant 50% de taux de ponte. Ok. À 50% de taux de ponte, ce qui veut dire que vous êtes on pense. Ouais. Et c'est les faits Ouais. qui nous le montrent. On est en ce moment au seuil de rentabilité. Ok. 50 à 55% de taux de ponte, on est au seuil de rentabilité. D'accord. Et là, maintenant, vous commencez à souffler Ah ouais. en tant que fermier. Parce qu'avant, vous n'êtes que dans la période de dépenses. Ok. Voici un D'accord. peu. pour En fait, ça prend au total 4 mois tout au plus, c'est ça? 4 mois, 2 semaines pour que vous ayez les premiers œufs. Ouais. Mais il faut compter 5 mois et demi Ok. pour avoir 50%. D'accord. 22 semaines, pour nous, c'est l'objectif. Ok. À 22 semaines, si vous avez 50%, vous pouvez déjà vous applaudir. Ça veut dire que quelque chose marche bien pour vous. Ok. Maintenant, il faut regarder la suite. Comment elles vont se comporter. Est-ce que ça va continuer? La croissance va aller en flèche? Ouais. Ou est-ce qu'elles vont s'arrêter à 60% ou 70%? D'accord. Il faut tout faire pour qu'elles aillent au maximum possible, donc probablement vers 90-92%, D'accord. et qu'elles se maintiennent là-bas le plus En longtemps tant que possible. possible. Là, en D'accord. ce moment, vous êtes dans une période très verte où vous gagnez suffisamment d'argent. D'accord. L'avantage de la batterie, Ouais. c'est de pouvoir ramasser quand vous voulez. Ok. Parce que si c'était un élevage au sol, on ne pouvait pas le faire. On peut toucher là? Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Si c'était un élevage au sol, Ouais. vous ne pouvez pas laisser les œufs dans les pondoirs. Oui, bien sûr. Au risque d'avoir un taux de casse très élevé, Ouais. certains animaux vont venir casser les œufs. D'accord. Ou bien certains vont avoir des réflexes de couveuse. Ouais. Oui, Alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Ok. Mais ici en batterie, dès que c'est arrivé là, Ouais. vous pouvez laisser une production de 2 jours ou de 3 jours comme ça et après venir ramasser. Mais en réalité, nous, chaque jour, nous ramassons. Ah, c'est-à-dire, ce que je veux savoir, est-ce que comme ça, vous avez une idée pour savoir si chaque poule par jour pond, par exemple? Je vous montre. Ici, vous avez combien de poules sur cette cage? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. 6. N'est-ce pas? Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5 œufs. Ok. Donc ce qui veut dire que Ouais. on a 5 œufs sur 6. D'accord. 5 œufs sur 6. Ok, d'accord. Ça vous donne déjà Une un idée. pourcentage. Ouais. Une idée. Ouais. Sur Sur les 6, ça veut dire qu'il y a 5. les 6, j'ai 5 œufs. D'accord. Si vous laissez toute la production ici, Ouais. il n'y a pas de souci. Nous avons des cahiers de gestion Ouais. qui nous permettent, à la fin de la journée, Ouais. de récolter l'ensemble de la production Ok. et de tirer ce qu'on appelle les indices. Ok. Ces indices nous permettent de savoir quelles sont les performances des animaux. Ok. On a le taux de ponte, Ouais. le taux de consommation, Ok. l'indice de convertibilité Ok. et enfin le taux de mortalité. Ça nous Ok. donne, c'est des chiffres, moi, si je les ai, Ouais. ça me permet de savoir les performances que peuvent avoir les Avoir. animaux d'un poulailler à un autre, d'une D'accord. ferme à une autre. Maintenant, ce que je veux savoir, chaque jour, vous avez chaque poule pond en moyenne un œuf. Oui, c'est Chaque ça. jour. Chaque Et jour. ça continue comme ça? Oui, Tous les jours, pendant combien de temps? alors aujourd'hui, selon les généticiens, Ouais. une poule peut aller jusqu'à 500 œufs. Ok. 500 œufs en 100 semaines. C'est D'accord. ça que celui qui a fabriqué ou celui qui a le prototype génétique Oui. comment on appelle, de l'animal, D'accord. c'est ce qu'il promet. Ok. Maintenant, ça dépend de celui qui élève Ok. et du contexte dans lequel il élève. D'accord. Mais ici, par exemple, nous, on est allé jusqu'à 420 œufs Ok. en 100 semaines. Ok. Mais c'est possible d'aller jusqu'à 500 œufs par Durant- exploitation. Ok. Par Ok. exemple, durant l'exploitation. Durant le cycle de production. D'accord. 500 œufs. Maintenant, après ce cycle-là, ça veut dire que la poule, elle peut plus servir. Oui,
après ce cycle, Ouais. vous décidez quand est-ce que ça s'arrête. D'accord. Vous calculez, est-ce que vous allez continuer à nourrir la poule alors qu'elle ne vous donne pas suffisamment en retour. Ok. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, dès que vous constatez qu'elle ne vous ramène plus ce que vous lui donnez, Ouais. c'est qu'il faut recycler. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, il y a des cas, par exemple, vous avez des poules souvent qui sont mortes. Qu'est-ce qui explique ça? C'est Écoutez- fréquent chez vous ou pas? Écoutez, même chez l'humain, ça meurt. Bah bien sûr, Chaque jour, vous avez des individus qui sont à la mort. bien sûr. Voilà, donc il y a d'abord des morts, des mortalités naturelles. Naturel, d'accord. Parce que simplement, il y a eu un dysfonctionnement de Ouais. l'organisme. Ouais. Mais il y a des mortalités qui sont dues à des maladies. Ok, Parce qu'il y en a beaucoup chez la poule également, comme chez l'humain. d'accord. D'ailleurs, une qui est en vigueur, c'est le moment de le dire, c'est Voilà, la grippe La aviaire. grippe aviaire. Donc, s'il n'y a pas eu de vaccin ou de vaccination préalable pour protéger les animaux contre la grippe aviaire, ou s'il n'y a pas eu un traitement spécifique pour s'attendre, pour protéger l'animal contre cette grippe aviaire-là, quand ça vient, c'est fini. D'accord. Vous avez presque tout le lot qui, à un moment ou à un autre, qui va mourir. Ouais, avec le bruit, je pense qu'on va aller sur les côtés. Donc là, on est au niveau du second bâtiment. C'est ça. Donc c'est le même type d'équipement. Ok, Ça a été acheté au même moment pour une capacité de 20 000. d'accord. Donc ici, par là, nous avons 10 000 et de l'autre côté également la même quantité. Donc D'accord. 10 000. D'accord. Et ça, ces équipements-là, vous les importez ou c'est possible de les avoir à partir d'ici au niveau local? Alors, c'est des équipements qui sont achetés ailleurs. D'accord. Et aujourd'hui, il y a tout type de pays d'origine. Ok. Je pense qu'il y a des équipements européens, D'accord. asiatiques, Ok. mais également sud-américains. D'accord. Les équipements africains, j'en connais en Afrique du Sud. Ok. J'ai eu des propositions venant d'Afrique du Sud. D'accord. Maintenant, je ne dis pas qu'en Guinée, ce n'est pas possible de le faire. Ouais. Et même en Côte d'Ivoire à côté, c'est possible de faire des équipements comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment y mettre du soi. Y mettre Ok. du soi, quoi. Ok. Ce que ça représente en termes de coût, par exemple, pour quelqu'un qui veut avoir quelque chose comme ça, en moyenne. Alors, tout dépend de la capacité D'accord. et également de l'origine. D'accord. Mais je pense qu'au moment où je l'ai acheté ça, en Turquie, ça valait autour de 45 000 à 50 000 $. D'accord. Et ça, c'était en 2000, C'était en 2015. 2015. D'accord. Si aujourd'hui vous demandez le même équipement, compte tenu De la crise surtout, tout ça. de la crise et tout, je pense qu'on est banalement autour de 80 000 à 100 000. D'accord. D'accord. Dollars, hein, il faut préciser. Oui, oui c'est ça, 80 000 à 100 000 $. D'accord. Maintenant, là où je veux qu'on s'intéresse, maintenant les œufs sont là. Ouais. Quand les œufs sont ramassés, on les ramasse, ça fait des alvéoles. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir par jour, à peu près, ça vous fait combien d'alvéoles? Alors, dans les deux sites, Dans le 2. je vais dire, Ok. ici sur ce site, nous avons à peu près 700 alvéoles par jour. D'accord. 700 alvéoles Et par ça jour. travaille 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, il n'y a pas de fête. 365 jours? Chaque jour que Dieu fait, il y a ramassage des œufs. Jour Même, férié, y a même rien. le jour de la mort de son propriétaire, la poule, il faudra qu'elle mange, il faudra qu'elle boit et elle va pondre. Ok. Même le jour de la mort de son propriétaire. D'accord. Je le dis souvent à mes employés, ils se mettent à rire. Ouais. Et pourtant, c'est la vérité. D'accord. Du coup, chaque jour, est-ce que chaque jour, les 700 œufs, par exemple, les 700 alvéoles qui sortent, sont du coup écoulés ou il y a des alvéoles qui attendent des jours sans pouvoir être... Alors, à peu près, nous avons, pour Conakry, nous avons 40 000 alvéoles que nous vendons.
Jour. Chaque mois. Chaque mois, d'accord. 40 000 alvéoles. D'accord. Donc si on prend 40 000 alvéoles, en moyenne, j'ai 1300 et quelques alvéoles que je sors chaque jour. Chaque jour. Ça, c'est pour les 2 sites sur Conakry. Sur les 2 sites sur Conakry. D'accord. Sans parler de ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays. Maintenant, si on prend le tout, et ici et à l'intérieur du pays, le mois par exemple, ça fait combien d'alvéoles? Alors on est autour de 2500 alvéoles par jour. 2500 alvéoles par jour. Sur toute la Guinée. Sur toute la Guinée. Et tout est revendu sur la Guinée ou après vous exportez aussi? Non, non, tout est revendu en Guinée. Particulièrement, il y a des zones qui sont beaucoup plus friands des œufs que d'autres. Ok. Par exemple, les zones de Sigiri, les zones minières, souvent c'est des zones consommatrices. Ah, d'accord. Plus que certaines zones. Mais Conakry, c'est une zone spéciale. Parce que c'est la capitale, donc il y a beaucoup plus de consommation, il y a beaucoup plus de densité humaine. Et ce qui fait que Conakry consomme beaucoup plus que par rapport à certaines zones. Aujourd'hui, la peur au ventre, nous ne dormons pas. À cause de la grippe aviaire? À cause de la grippe aviaire. Sincèrement, je ne vous mens pas, je dors avec la peur au ventre. Et parfois, même quand on m'appelle, je suis inquiet. D'accord. Je suis inquiet. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer? Est-ce que vous avez connu des pertes véritablement? Est-ce qu'on peut évaluer ces pertes-là? Et comment vous faites pour pouvoir gérer ces pertes? Parce que moi, en off, vous partagez quelque chose de très important avec moi, que dans le monde de l'élevage, etc., on vous apprend déjà que quand vous investissez déjà, le risque est tellement grand que des fois, il faut s'attendre à ce qu'un jour, on puisse tout perdre. Alors, l'élevage, c'est d'abord beaucoup plus de la passion. D'accord. C'est de la passion. Après vient maintenant le monde des affaires. D'accord. Où on le fait parce qu'on cherche de l'argent. C'est vrai que en tant qu'éleveur, nous cherchons de l'argent. Économiquement, nous sommes des entrepreneurs, nous visons ça. Mais il y a de la passion derrière. Ok. Et au-delà de cette passion, même s'il y a la passion et que vous avez vous titubez, vous tombez, facilement vous aurez l'énergie nécessaire pour vous relever. Ok. Parce qu'il y a la passion, c'est ce que vous aimez faire. On dit que la passion efface la difficulté du travail. Voilà, mais si vous êtes là que pour les fonds, que pour la richesse que ça peut créer, le jour où vous tombez la première fois, vous ne vous relevez plus. Vous abandonnez et vous faites une autre activité. Ok. On a un système d'évacuation pour évacuer la fiente. À travers notre tableau, il y a les commandes. Il y a des butons de commande ici. Après, quand on lance le premier buton, tac, ça, le convoyeur qui est dehors, ça tourne. Après ça, l'autre là, ça aussi on engage. Ça aussi ça bouge. Ça c'est le deuxième tapis. Maintenant, le troisième catégorie des tapis, c'est ceux qui envoient la fiente. Alors, si on met ça aussi, automatiquement, le tapis bouge. Et maintenant, la fiente sort. Vous avez vu, c'est le système qui nous permet d'évacuer la fiente dehors. Voilà, regarde, tu prends, tu viens. Et c'est une source d'argent d'entrée. Certains, c'est ça seulement leur activité, vendre l'engrais naturel. Il n'y a pas de hasard en fait. Tout doit, en fait, même les cours les plus élémentaires que vous apprenez en 4e année ou en 5e année, vous l'utilisez. Par exemple, le prix d'achat. C'est des notions de base que vous avez appris en 4e année ou en 5e année, mais qui peuvent vous aider dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Si vous ne connaissez pas votre prix de revient, vous ne pouvez pas... Ça permet en fait d'avoir les indicateurs devant soi, les indicateurs clés de performance, tout ça. Tout à fait. Les notions de pourcentage, on parle de taux de ponte, donc c'est exprimé en pourcentage. C'est ça. Ah ouais, il n'y a rien de hasard en fait. Ok, donc nous allons aller au second site. Ok. Il y a un second site qui est dans la même zone, donc Bangouya, et je vais... Après on va finir par ça. Parfait.
on a visité le premier site, Monsieur Dansoko, Ouais. et là, on est au niveau du second site. Parlez-nous-en, c'est quoi sa particularité, la superficie, il y a combien peut-être de sujets ici? Alors, normalement les deux fermes, ils ont des capacités assez similaires. D'accord. L'autre ferme qu'on avait visitée peut accueillir jusqu'à 60 000 sujets. Ok. Et celle-ci peut accueillir jusqu'à 55 000, 50 à 55 000. Ça D'accord. dépend en fait du nombre de sujets à loger. Ok. L'avantage, c'est que nous n'avons pas voulu concentrer tout en un lieu, Ok. comme on l'a dit, pour Ouais. des soucis de biosécurité et pour protéger en fait, les animaux en cas s'il y a une maladie. D'accord. Et ici, c'est plutôt au sol. Nous D'accord. avons beaucoup de bâtiments au sol. Ok. Donc nous avons pris beaucoup plus d'espace parce qu'ici c'est 4 hectares. D'accord. Alors de l'autre côté, c'est 2 hectares et demi. Ah oui, Mais d'accord. vous avez vu qu'en termes de capacité, ils Ah sont oui. kiff-kiff. Oui. Donc ici, il y a beaucoup plus de place qui a été prise au sol. Ok. Ouais, c'est ça la particularité. D'accord. Et à la différence de l'autre côté, le chef de la production, c'est un homme. Oui, Et ici, vous avez une dame. oui. Et au niveau de l'administration aussi, vous avez des dames. Ouais. Alors, j'ai comme l'impression que vous faites plus la promotion des femmes. Pourquoi? Est-ce que ça a une spécificité? Est-ce que ça a une explication possible? Oui, alors l'histoire avec les dames, je pense d'abord l'aviculture dans nos milieux traditionnels est pratiquée par les femmes. D'accord. Il faut qu'on se le dise parce que si c'est des poules de basse-cour, celui qui se charge de les nourrir ou celui qui, par inadvertance, les nourrit, c'est la femme. Parce que D'accord. quand elle utilise elle récolte la semence, comme on appelle les graines, Ouais. en essayant de les vanner, elle laisse quelque chose tomber. Et D'accord. c'est elle qui alimente en fait les animaux. Ok. Ou soit simplement, elle vient par volonté alimenter les animaux. D'accord. Et ces difficultés de cuisiner et consorts font que la femme, elle supporte beaucoup plus l'activité avicole que les hommes. C'est un D'accord. constat. Ok. C'est un constat. Sauf que le manque ou les difficultés que les femmes ont, c'est de transporter tout ce qui est lourd. Wow. Mais c'est palliatif parce qu'on peut réduire les charges de poids pour elles, diviser en 2 ou en 3 pour qu'elles puissent faire l'activité. D'accord. L'avantage de faire travailler les femmes en milieu avicole, c'est quoi? C'est que on a constaté, et ça même les institutions internationales le savent, Wow. tout ce qu'une femme gagne, elle ne se limite pas à elle seule. Ouais. Elle le partage avec son enfant C'est et vrai. probablement avec son mari. Ouais. Alors que tout ce que l'homme gagne, c'est difficile hein, Ouais. pour lui de partager. Je suis Ou en d'accord. tout cas, il a encore ce semblant de garder encore beaucoup plus pour lui. D'accord. Donc c'est pourquoi nous faisons la promotion de l'aviculture à travers les femmes. D'accord. Ouais. On va profiter puisqu'elle est là. Justement. Vous êtes donc approchez s'il vous plaît. Vous êtes la chef de production ici, c'est ça? Alors présentez-vous et dites-nous ce que représente, c'est quoi votre travail ici? Et de base, quelle est la formation que vous avez faite? Moi, je suis Marie-Philomène Camara. J'ai étudié à Kourba, ENAE de Kourba. Donc, ici, je m'occupe de tous les septelles, D'accord, c'est-à-dire? les volailles, les travailleurs Oui. et tout. Et on fait encore l'agriculture à l'intérieur. Il y a les volailles qui font les aubergines, maïs, tout. Non, moi j'ai envie de venir vers vous, Monsieur Dansoko. Honnêtement, vous avez combien d'employés au total? Parce qu'on parle des fermes sur Conakry, vous êtes à l'intérieur notamment. Vous avez combien d'employés au total? Alors aujourd'hui, employés, comme on appelle, en contrat Ouais. et employés vraiment de façon journalière, Ouais. on est autour de 50. Ok. Mais dans 60%, c'est des femmes. Ok, d'accord. Nous, que ce soit à l'intérieur, à travers les centres de production, nous choisissons toujours des femmes à la tête. Et ce n'est pas vraiment pour embaumer les femmes, mais c'est également sur l'aspect financier. On D'accord. peut plus les faire confiance que les hommes. D'accord. Ouais. Et c'est quoi votre critère? Comment vous faites les critères pour recruter? Comment vous faites pour recruter justement pour identifier que c'est la bonne personne qu'il nous faut? Comment vous faites le recrutement? Alors, il y a deux aspects qui sont là entre elles. La première, c'est d'abord
de regarder si elle a fait le profil que nous recherchons. C'est-à-dire? Souvent, si c'est élevage, c'est recruté au niveau de l'aviculture, nous recherchons des gens qui ont fait des écoles d'élevage. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi les difficultés globalement qu'on rencontre dans ce processus-là de l'agriculture, et s'il y a des difficultés spécifiques que vous rencontrez? On comprend, on a parlé de la grippe aviaire, etc. Mais hormis la grippe aviaire, parce que ça c'est quelque chose qui est venu, hormis la grippe aviaire, c'est quoi les véritables difficultés que vous avez dans ce secteur-là? Notre souci premier, c'est de vendre des œufs à des prix compétitifs. D'accord. Compétitif pour nous veut dire vendre aux Guinéens un produit le plus accessible, le moins cher possible. D'accord. Mais accessible à tous, du premier au dernier, de ceux qui ont vraiment un budget vraiment limité. Okay. On veut vraiment que que les œufs ne soient plus un bien de luxe, mais que ça soit vraiment démocratisé, au point que tout le monde puisse en avoir. D'accord. Bah justement, parlant du projet d'avenir, c'est quoi votre vision? Peut-être pour les 2, 3, 5 ou 10 prochaines années, c'est quoi votre vision? Pour moi, c'est d'installer un camp. Un camp de vacances pour nos jeunes qui ont la passion comme aviculture, pour qu'ils puissent faire 1 mois, 2 mois durant les vacances, à part les études scolaires, pour qu'ils puissent s'essayer au métier d'aviculture. Et s'ils ils veulent persévérer dans ça, qu'ils vont en ce moment dans des écoles. Parce que le constat, c'est quoi? La plupart des gens qui vont faire aviculture, vont par défaut. C'est par défaut. Malheureusement, ils n'y vont pas parce qu'ils aiment, mais ils y vont parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire. Et c'est ça que je veux arrêter. Je veux que les gens qui viennent soient des gens qui ont choisi le métier et qui le font par amour et qui ne le font pas par défaut. Peut-être, dernier mot à l'endroit de cette jeunesse qui s'identifie à vous. Il y a beaucoup de jeunes qui me parlent souvent de vous, qui suivent vos formations, qui ont envie de visiter, qui ont envie de se lancer dans l'agriculture parce qu'ils vous ont vu le faire. Quel est le message que vous avez pour ces jeunes qui veulent se lancer? Ça, c'est le premier message. Le second message, c'est à l'endroit de nos autorités. Qu'est-ce que vous avez à partager, à les prodiger? Quel est le message véritable que vous avez pour nos autorités? Alors, je vais un peu peut-être vous étonner. Mais d'abord, aux jeunes, c'est de leur dire de faire ce qu'ils aiment. D'accord. Quand vous faites ce que vous aimez, ce n'est plus une corvée. C'est un jeu. Et moi, j'ai décidé, ou j'aime l'aviculture, c'est pourquoi j'ai l'impression que c'est mon quotidien. Vous ne travaillez pas en fait. Je ne travaille pas. Vous vous amusez. Je me promène. En réalité, c'est une promenade que je suis en train de faire chaque matin en sortant de chez moi et je rentre le soir. Donc, s'ils aiment ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, c'est de chercher à se former. Parce que rien ne se sert. Parce que c'est une activité qui va très vite. Dès que vous êtes en marge, vous perdez le repère. Donc il faut tout le temps essayer de se performer, de s'améliorer et d'étudier. Donc c'est les 2 conseils que je peux leur donner. Et en fin de compte, l'entrepreneuriat, c'est des risques. Ils doivent avoir le goût du risque. Donc s'ils veulent faire l'aviculture, il faut qu'ils sachent qu'au premier coup, ça peut ne pas forcément marcher. Mais il faut persévérer parce que c'est à la fin de la persévérance qu'on obtient la réussite. Comme le dit Steve Jobs, les points ne se connectent qu'à la fin de l'histoire. Exactement. Et par rapport au pouvoir public, vous avez un message particulier? Au pouvoir public, je crois que ça fait 10 ans que je suis là en République de Guinée, que je fais l'aviculture. Il faut soutenir ce secteur-là. Si nous voulons employer les jeunes, aujourd'hui, Rio Tinto, je rebondis sur cette question, Rio Tinto a sur une menace, 15 000 emplois sont partis comme ça. Mais l'aviculture est prête et capable de créer ces emplois, sans pour autant que l'État aille prêter ou commander à quelqu'un des emplois. Il faut que l'État revoie un peu sa stratégie agricole et avicole. À 70%, nous sommes des paysans. C'est ce que nos parents nous ont légué, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc continuons à œuvrer pour qu'on ne meure plus de faim, qu'aucun Guinéen ne dorme sans manger. Et peut-être, j'ai dit dernière, mais la dernière question. Aujourd'hui, peut-être que, moi j'entends beaucoup, on a souvent l'impression, tendance à dire, quand on voit quelqu'un par exemple comme vous, on dit que il est né la cuillère dans la bouche, il a hérité d'une entreprise, c'est beaucoup plus facile pour vous. Alors quel est le message que vous avez à ces personnes qui pensent ça, qui pensent que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez hérité? Nous avons 5 doigts de la main, elles ne sont pas égaux.
Et vous pouvez naître avec 2, Ouais. je vais naître avec 5. Ouais. Si vous arrivez à faire 5 Ouais. avec 2, Ouais. et moi j'arrive à faire 7 avec 5, cinq, ouais. vous avez plus de mérite que moi. Ouais. C'est vrai. Si vous avez quitté à l'école 12 de moyenne, Ouais. vous êtes parachuté à 16 de moyenne, Ouais. et que moi j'ai quitté 15 de moyenne, j'ai 18 de moyenne, Ouais. vous avez plus de mérite que moi. Ouais, bien sûr. Parce que vous avez bossé dur pour arriver là-bas, alors que moi j'ai fourni un petit effort pour progresser. Donc encore une fois, c'est sur ça que je vais conclure. Ce n'est pas ce que l'opinion pense qui est important. Aimez ce que vous faites, battez-vous et Inch'Allah, la réussite va vous sourire. Alors j'ose espérer que vous avez beaucoup aimé ce magazine et que vous avez pris beaucoup de plaisir à le suivre. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Si vous vous sentez intéressé par ce secteur de l'aviculture, vous êtes tenté par l'envie de vous lancer dans l'aviculture, 4 ingrédients majeurs. Bref, 4 ingrédients à retenir si vous voulez vous lancer dans l'aviculture. Le tout premier ingrédient à retenir tout au long de ce magazine-là, qui est indispensable pour vous pour réussir dans ce secteur-là, c'est d'abord d'être passionné. Ne l'oubliez jamais, la passion efface la difficulté du travail. Il arrivera des moments où vous serez confronté à des difficultés, des moments où vous douterez. La seule chose qui vous permettra justement de pouvoir tenir après toutes ces difficultés-là, c'est d'être passionné. Le deuxième ingrédient pour réussir dans le secteur de l'aviculture, c'est la formation. Ne deviens pas aviculteur qui le veut, mais plutôt ça nécessite un certain nombre de formations. La plupart des personnes qui échouent dans ce métier-là, c'est des gens qui se lancent dans ce métier sans pour autant connaître ce que c'est que l'aviculture. Pour augmenter vos chances de tirer votre épingle du jeu et de gagner en temps, commencez d'abord par vous former dans le métier. Être entrepreneur n'est pas synonyme de réussite dans l'aviculture, mais être un bon aviculteur est synonyme, entre guillemets, d'être un très bon entrepreneur parce que vous développerez forcément le mindset approprié pour pouvoir vous en sortir. Et quand on parle de formation, il y a un certain nombre de choses que vous devriez forcément connaître. La première des choses, c'est connaître et pouvoir respecter les principes liés à la biosécurité. La deuxième chose que vous devez connaître, c'est les besoins d'orientation du bâtiment. La troisième chose que vous devriez obligatoirement connaître, c'est le choix de l'alimentation. Pouvoir choisir l'alimentation de qualité, la bonne alimentation pour nourrir vos sujets afin que vous puissiez avoir des poulets de chair qui sont appréciés par vos futurs consommateurs, vos futurs clients, les futurs utilisateurs de vos sujets, mais mieux encore si c'est des poulets, des poules pondeuses pour que vous puissiez avoir des bons œufs, pouvoir avoir des poules pondeuses qui soient en forme, il vous faut bien les nourrir. Le troisième ingrédient pour réussir dans le secteur de l'aviculture, c'est la prise de risques. Il faut prendre des risques, mais des risques calculés. Dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat si on ne prend pas de risques. Et surtout, la spécificité avec le secteur de l'aviculture, c'est que même dans les écoles d'élevage, on vous enseigne en vous lançant que vous devrez être prêt à tout perdre. Parce que ce moment viendra tôt ou tard où vous allez être confronté à une épidémie, à une situation qui va arriver, où vous allez perdre tout votre investissement. Est-ce que derrière, vous serez prêt à pouvoir rebondir, reprendre votre investissement, consacrer tout le temps que vous avez déjà perdu à pouvoir développer à nouveau une nouvelle activité? Si vous êtes prêt pour ça, c'est que ce secteur il est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, passez à autre chose. Le quatrième ingrédient pour réussir dans ce secteur de l'aviculture, bien entendu, c'est de pouvoir choisir des bons poussins. Choisir des poussins de qualité. Et donc, si vous réussissez à choisir des bons poussins, vous avez cette capacité à leur donner de la bonne alimentation, c'est que vous êtes à même de pouvoir mieux préparer tout ce cycle avant d'arriver à la pointe. Et peut-être le cinquième ingrédient bonus pour vous, c'est que vous devez accepter de bien vous entourer. Si vous ne vous entourez pas bien, il y a des risques que votre activité coule à l'eau. L'une des personnes d'ailleurs indispensables pour la réussite dans votre secteur de l'aviculture, c'est les vétérinaires. Vous devez avoir un vétérinaire aguerri, un vétérinaire expérimenté, un vétérinaire qui ne se limite pas uniquement qu'à la connaissance théorique, mais qui a déjà pratiqué, parce que ces choses-là peuvent vous permettre de pouvoir gagner du temps. Et vous savez comme moi que le temps est une ressource indispensable dans la vie de l'être humain, et surtout dans le monde du business, surtout également dans le monde de l'aviculture. Alors c'était tout pour ce numéro dans les coulisses du succès d'Entrail, mais je veux terminer par vous dire que c'est possible.
c'est même inévitable, mais c'est à chacun de vous d'en faire une réalité. Et donc on se dit à très bientôt pour un prochain numéro des coulisses du succès. Merci.